Mongo Betty, Remember Ruben, 10-18, 1974. Nous convenons unanimement qu'à partir d'ici, le rythme de notre vie et les événements dans l'ensemble parurent se précipiter, comme un homme qui marchait d'un pas indolent et que l'on vient percuter dans le dos ou frapper d'un gourdin. Il faut bien l'avouer, sans le savoir et sans le vouloir, bien sûr, quoique prétendit parfois Nguemba, Morzamba a marqué pour notre cité le début d'une malédiction, après quoi tout est devenu étrange, plus douloureux, eût-on dit, plus inquiétant, plus hostile peut-être, en tout cas plus amer, comme si une pression malveillante eût projeté tout le jus de la vie dans l'avenir et que nous fussions désormais condamnés à l'attente incertaine et d'autant plus crispée. Quant à cet avenir, il nous paraissait un pays très lointain, auquel nous n'accéderions, si cela devait jamais arriver, qu'après bien des fleuves traversés au risque de la vie, bien des combats avec des ennemis de toutes sortes. Ou plutôt, il menaçait de se révéler au moment d'y toucher équivoque, tels que ces rêves qui mêlent les visions d'horreur aux splendeurs ineffables. D'abord, le père Van den Ritter, qui n'avait fait jusque-là que paraître de loin en loin dans notre cité, comme pour nous faire admirer sa grande barbe rouge, vint s'installer à Ekumdum, mais tout à l'autre bout, tout à fait dans le haut, choisissant un recoin où personne n'allait jamais auparavant, où on alla guère ensuite, de sorte que longtemps, ce fut vraiment comme s'il n'avait pas été là, et que lui-même s'abstint encore de nous demander la moindre restriction à nos habitudes de fête nocturne. Il avait 3 domestiques qui n'étaient pas des nôtres, mais qui, trouvant sans doute parfois le temps long là-bas, descendaient et s'attardaient dans nos maisons. Ce sont ces gens qui, pour la première fois, nous confièrent que, selon leur maître, une nouvelle guerre éclaterait bientôt entre les Blancs là-bas, dans leur pays. Mais elle serait si dévastatrice qu'en réalité aucun peuple n'y échapperait. C'était comme si on eût conté une légende désespérée devant nous. Il nous arrivait d'y croire la nuit, mais le jour, le cauchemar se dissipait. D'autre part, il y eut sur la route des passages plus fréquents d'hommes et surtout de véhicules. Mais la route formait un monde totalement distinct du nôtre, et le hasard seul avait voulu qu'elle frôlât notre cité. Ce n'était nullement l'effet de notre volonté. Elle avait été creusée naguère sous la direction de 3 blancs casqués, par des hommes venus d'ailleurs, et qui ne parlaient pas notre langue. À notre grand émoi, l'écho nous apporta longtemps le sourd percement de la forêt, d'abord lointain, puis de plus en plus rapproché, et à la fin pénétrant dans notre territoire. Alors notre chef fut convoqué à Tamara, où il reçut l'ordre de faire héberger et nourrir cette foule de travailleurs. C'est ainsi que nous fûmes contraints d'accueillir dans nos maisons ces hôtes inattendus, des hommes Dieu merci très doux, sobres, et qui ne manquaient pas de cœur. Mais la poursuite de leur ouvrage ne tarda pas à les éloigner de notre cité. Ils furent sans doute alors pris en charge par un autre chef et ses administrés, et nous n'entendîmes plus parler d'eux. La route, certes, était restée, et d'ailleurs, obligation nous était faite par le chef de l'entretenir, et même de la nettoyer, des mauvaises herbes qui envahissaient ses bas-côtés, mais c'était là comme le tribut payé en tremblant à un monstre abhorré. Jamais un authentique Ekumdum n'était monté sur les pachis d'herbe au grondement assourdissant qui parcouraient ce terre-plein, et dont un exemplaire, tous les 5 ou 6 jours, peut-être davantage encore, passait au large de notre cité en soulevant un cyclone de poussière rouge qui tourbillonnait longtemps après sa disparition. Avant Morzamba, nos échanges avec la route s'étaient bornés aux rares passants inconnus qui, de temps en temps, enjambaient le ravin séparant la chaussée de notre domaine, s'approchaient des premières maisons des Koumdoum pour demander à boire ou à manger. Pour voyager, nous préférions encore, tournant le dos à la route, emprunter nos antiques chemins. Dussions-nous escalader des monts, longer des précipices, braver la crue de torrents, sillonner la large croupe, placide parfois, plus souvent fantasque, des fleuves qui serpentent en silence. Quant au sel, aux machettes, aux bêches, aux houes, aux fers de hache, aux cotonnades à la vaisselle d'étain, aux marmites en fonte, aux boucles d'oreilles, à tous les articles que la cité ne fabriquait pas elle-même, sans avoir à quitter Ekumdum, comme il en alla dès la fin de la guerre, et jusqu'à ce que les maquisards aient réorganisé la cité après en avoir pris le contrôle, nous les recevions des Milandawa. Ils arrivaient peu après les moissons, dans leurs sampans, couverts d'une toiture de chaume en demi-cercle, qui les faisait ressembler à des petits tunnels flottants. Ils les poussaient et les manœuvraient avec de longues perches qu'ils enfonçaient dans le fleuve et sur lesquelles ils s'arc-boutaient. Allant et venant sur le pont de ces grandes barques, ils y passaient toute leur vie, y mangeant, dormant, recevant le client, car c'est là aussi qu'ils installaient ordinairement un éventaire sommaire. Dans la pénombre du fond,
on devinait l'entassement désordonné d'un stock de marchandises qu'ils nous cédaient contre de l'argent et, à défaut, contre l'arachide, l'igname, la viande boucanée et le poisson séché, et d'autres fruits de notre labeur qu'ils allaient revendre très avantageusement, nous expliqua un jour Van den Ritter, dans un pays où la terre moins fertile avait peine à nourrir ses habitants. Ils abordaient dans une anse assez loin, en amont des Koumdoum, où leurs barques par dizaines se rangeaient bord à bord, et une petite lune durant, c'était entre eux et Koumdoum un va-et-vient incessant de foules, une cohue d'interminables fêtes. Nous devons sans doute à nos excellentes relations avec ces merveilleux Milandawa d'avoir si longtemps dédaigné la route et ses vertus. À l'époque où nous vînmes Morzamba, c'étaient déjà de très habiles commerçants, à l'honnêteté proverbiale, pratiquant de moins en moins le troc à notre grande joie, nous payant nos produits en argent et à des prix assez avantageux pour nous ôter la tentation de former des caravanes pour nous rendre dans une factorerie lointaine en 3 jours de marche, comme cela se faisait dans certaines cités. Le chef seul était familier de la route, soit qu'il eût pris place plusieurs fois à bord d'un engin à moteur lors de ses fréquents voyages à Tamara, où il était convoqué souvent chaque année, soit qu'il voyageât dans son palanquin, supporté par les épaules de 4 hommes de sa domesticité, ou sur sa bicyclette, suivi par un gaillard courant à pied derrière son maître, et guettant le moment où, fatigué de pédaler, le chef descendrait de sa machine. Car alors il s'en emparerait aussitôt, et la pousserait, le temps de gravir la côte au sommet de laquelle son maître reprenait possession de l'engin. Parti ainsi pour Tamara, le chef-lieu de la province, le chef, nommé Morbita, c'est en effet sa vaillance, disait-on, qui lui avait valu la faveur des Français lorsqu'ils durent livrer de sévères combats pour conquérir le pays. Le chef se trouva alors servir dans les rangs des nouveaux maîtres de la colonie. Revenait après une dizaine de jours d'absence, porteur d'instructions dont il ne révélait peut-être la teneur qu'à ses 2 scribes. À dire vrai, le chef, ses femmes, ses scribes ni ses domestiques n'étaient à proprement parler des nôtres. Mais les origines de cet homme, ainsi que les circonstances dans lesquelles il avait été placé à la tête de la cité, étaient un sujet tabou. De la sorte, les jeunes gens de notre cité, nés depuis son avènement, ayant toujours su qu'il était confiné là-bas, dans sa résidence, très loin de la route, très à l'écart de l'artère principale, tout à fait dans le haut des Koumdoum, d'où il ne s'aventurait d'ailleurs, pour ainsi dire jamais, se figuraient qu'il en avait toujours été ainsi, et n'eussent point songé à remettre en cause sa légitimité. Seuls les hommes d'âge savaient qu'autrefois il en était allé tout à fait différemment, et, avant qu'aucun blanc ne paraisse chez nous, plus différemment encore. Comme la route qui se contentait d'effleurer notre cité, le chef, selon toute apparence, avait toujours eu à cœur de se tenir moralement écarté des Koumdoum, flottant pour ainsi dire sur notre clan, comme une lourde embarcation sur le fleuve au gouffre amer, dans lesquels il ne saurait s'engloutir que pour son malheur. Sans aucun doute, le chef redoutait d'être frappé par quelque malheur s'il tentait de prendre racine dans le clan, dont aucune fille ne figurera jamais parmi ses épouses, évaluées à la trentaine au moment du désastre final, mais pour lors se montant à 5 seulement. Converti au christianisme quand il était soldat, le chef avait longtemps observé les préceptes de sa religion, même à Koumdoum. Mais lorsqu'il devint évident que son épouse ne lui donnerait pas d'héritier mâle, cet homme, à son grand regret, recourut à la polygamie, pour remédier à l'injustice du destin. Combien nous trouvons plaisant aujourd'hui, avec le recul, de songer que Van den Ritter, qui vécut si longtemps avec nous, dupe jusqu'à la fin, ne comprit jamais la vérité des rapports du chef et de notre clan. Peut-être sûmes-nous, tout compte fait, garder les apparences à la perfection. En ce temps-là aussi, Morzamba noua une liaison attristante avec une femme dont il eût mieux valu qu'il se tînt toujours éloigné. Les 2 amis faisaient ostensiblement bande à part maintenant, et, privés ainsi des distractions préférées des jeunes gens de la cité, au demeurant liés à leur incorrigible désœuvrement, ils étaient contraints de passer le temps en s'adonnant à des activités rentables, mais le plus souvent insolites pour leur âge dans notre cité. Quand ils eurent achevé la maison de Morzamba, ils se lancèrent dans la pêche, après avoir remis en état les filets et la barque d'un vieil homme que l'âge venait de condamner à l'inaction. Un matin, assis sur la rive, au milieu de broussailles qu'il dissimule, Morzamba, qui est exceptionnellement seul, s'entend appeler par une voix qu'il surprend. Il se retourne et aperçoit, debout à quelque distance, une grande femme mince. Il lui faut un long moment pour la reconnaître. Elle habite un quartier excentrique des Koumdoum, assez éloigné de l'artère donnant sur la route. Elle a très mauvaise réputation, bien que mère de 2 jeunes enfants et nantie d'un fringant mari. La femme s'approche pas à pas. Elle sourit de toutes ses dents. Tout à coup, elle interpelle Morzamba. « Homme, lui jette-t-elle, comment te portes-tu » Au lieu de se taire obstinément, ainsi qu'il convient de le faire en présence d'une telle femme, Morzamba n'hésite pas à lui répondre. «
Femme, lui susurre-t-il, je me porte aussi bien que peut un homme robuste comme moi. Et toi, femme, comment te sens-tu? Homme, déclare la femme, je suis loin d'être aussi robuste que toi, mais étant aussi jeune, comment me porterais-je moins bien? Je me demande si tu es aussi jeune que tu dis, femme. Mais je sais que tu ferais mieux de passer ton chemin. Imagine la colère de ton mari s'il apprenait que, sans témoin, tu t'es approché d'un homme. Entendu, homme, entendu. Je passerai mon chemin. Pourtant, à voir ta stature et tes muscles, comment me douterais-je que tu crains le fouet d'un mari jaloux? Elle s'éloigna en effet, mais non sans prodiguer par-dessus son épaule bien des sourires aguichants et des clins d'œil à Morzamba perplexe. Dans l'esprit de Morzamba, le souvenir de la femme n'a pas survécu à sa disparition. Mais bientôt, dans son dos, éclate un rire cascadant. Elle est revenue. Elle a posé une canne à sucre sur chaque épaule, et elle joue à marcher sans les faire tomber, les bras ballants. Tu veux savoir ce qui me fait rire? Est-ce vrai? Tu me rappelles mon frère aîné. Oui, oui, c'est vraiment mon frère aîné, tu sais, l'autre, le cadet, ce n'est encore qu'un enfant. Oui, mon frère aîné est grand et fort, exactement comme toi. Il s'active avec une fougue égale à la tienne, quand tu t'y mets. Oui, je te guette depuis longtemps. Cela t'étonne? Seulement, tu sais, je ne suis pas tellement sûr que mon frère soit vraiment un homme. Je crois avoir entendu sa femme chuchoter qu'il n'était un homme qu'en apparence. En apparence? Qu'est-ce que ça veut dire? S'enquiert Morzamba plus amusé que surpris. Pas un homme, pas un homme. C'est tout et c'est clair. Non? Tu ne veux pas me faire croire que tu ne comprends pas. Alors tu es encore plus ballot que je n'aurais pensé, exactement comme mon frère, tiens. Puis ce fut une succession de cajoleries, bien superflues désormais, Morzamba étant maintenant décidé à tomber dans le traquenard que lui tendait l'impudeur de cette femelle. En quelques jours, leurs amours atteignent à la frénésie. Abéna, à qui rien n'a échappé dès le début, laisse faire avec le dédain complaisant des gens que la femme n'émeut jamais, parce qu'un grand rêve remplit leur vie. C'est toujours dans une grotte, au fond de la forêt et au-delà du fleuve, que se rejoignent Morzamba et la femme de mauvaise réputation. Qu'il pleuve, que le tonnerre gronde, ou qu'il fasse soleil. Mais au lieu de faire étalage de soumission et de tendresse à l'égard de son mari, ainsi qu'en use une épouse soucieuse de prévenir le soupçon d'infidélité, cette femme, au contraire, accable son homme de refus et d'agacements insultants. C'est à croire qu'elle cherche à l'excéder. Le jour où enfin le brave homme qui n'en peut mais éclate, aussitôt, comme pour lui asséner le coup de grâce, elle s'écrie. Toi, un homme? Ah, mon pauvre petit, veux-tu que je te parle d'un homme, moi? Eh bien, puisque tu l'auras voulu, retiens ce nom, Morzamba. Celui-là, mon pauvre petit, c'est un vrai homme, et non une lamentable mauviette comme toi, qui ne sait rien faire que battre ta femme, comme si c'était une entreprise difficile. Mais Morzamba, c'est un vrai mâle, et crois-moi, je sais de quoi je parle. Tu as encore levé la jambe, pauvre idiote, répétait le mari. Y a-t-il de quoi se vanter? Eh bien oui, rétorquait la femme. Oui, j'ai connu Morzamba, et s'il ne tenait qu'à moi, eh bien je continuerais. À quoi tu es réduite, pauvre idiote, persiflait le mari pour sauver la face. À quoi tu es réduite? À t'accoupler même avec des gens dont personne ne sait rien, des chiens errants pour ainsi dire. Un chien errant peut-être, mais un mâle, oui, mon petit. Un mâle et pas une femelle déguisée. Ah, misérable, si seulement tu pouvais te douter de ce qui te manque. Non seulement tu n'oserais plus ouvrir ta grande gueule, mais tu irais cacher tes attributs postiches au fond des bois. Ah, si seulement tu pouvais te douter. L'esclandre de la jeune femme, événement pourtant coutumier, parut intolérable aux jeunes gens de notre cité, qui se réunirent en une sorte de conseil de guerre présidé par le fils Ngemba. Abéna, qui y avait été invité, déclara dès l'ouverture qu'il ne resterait que si Morzamba y était aussi accepté. La proposition fut rejetée, mais après des échanges qui révoltèrent Abéna, lequel, ivre de la rage de l'indignation, n'hésita plus à dire leurs 4 vérités à ses frères. Il cherchait une mauvaise querelle à Morzamba, et cette affaire n'était qu'un prétexte. Après tout, chacun de ces jeunes mâles s'était fait déniaiser par cette femme, dont la réputation de complaisance n'était plus à faire. D'un autre côté, l'impuissance de son mari était de notoriété publique. Alors, comment lui reprocher une liaison avec le seul être qui pût encore l'accueillir? Le fils Ngemba répondit en menaçant de faire subir l'étreinte de sa poigne de fer aux insolents. Il s'ensuit une altercation entre les deux jeunes gens qui ne tardent pas à en venir aux mains, et, naturellement, le fils Ngemba a le dessus. Mais on ne le sut qu'à la nuit tombée, lorsque la mère d'Abéna se précipita chez Morzamba pour lui crier « Mon fils est en train de se faire tuer pour toi. Qu'attends-tu? Debout, étranger, cours défendre mon fils. » C'est ce qui arriva. Morzamba alla défier le fils Ngemba dans la maison même de son père. Celui-ci, comme un jeune lion, se jeta sur lui. Ils roulèrent sur le seuil, puis dans la cour.
mais les spectateurs, armés pourtant de torches de bambou, les distinguaient mal dans la nuit opaque. Ils entendaient seulement les coups sourds se succéder, suivis d'ahans qui marquaient l'acharnement du combat. Les deux hommes étaient de nouveau à terre, et soudain le rythme des coups révéla qu'un des combattants, paralysant son adversaire, était désormais seul à frapper. Cette phase parut interminable aux spectateurs. Lorsque les hommes d'âge purent enfin séparer les antagonistes, ils découvrirent ce dont ils auraient dû se douter dès le début. Morzamba, qui avait une revanche à prendre sur le fils Ngemba, lui avait infligé une correction effroyable, et la victime hurlait maintenant de douleur, versant des larmes plus abondantes qu'une épouse que son homme châtie. Nous ne nous souvenions pas d'avoir jamais vu pareil spectacle. De telles humiliations ne se pardonnent pas, et chacun sut désormais qu'entre Morzamba et la famille Ngemba, c'était une haine mortelle, quoi qu'on pût faire jamais pour les réconcilier. Le lendemain de bonne heure, les jeunes gens des Koumdoum, qui avaient été harangués toute la nuit par un fort parti d'adultes que présidait Ngemba, allèrent s'armer de javelots, de piques et de sabres d'abattage. Ils se déployèrent autour de la maison où dormaient Morzamba et Abena, comme pour la prendre d'assaut. Mais la mère d'Abena, cette femme exceptionnelle, dont la générosité avait tant d'éteint sur son fils qu'à peine le reconnaîtrait-elle encore elle-même plus tard, après avoir longtemps observé leur manège, s'approcha soudain des jeunes exaltés, qu'elle prit ainsi à partie. « Mais oui, courez donc les massacrer, courez. Pourquoi hésitez-vous? Un des deux, mon fils Abena, est votre frère. Son sang, en giclant, vous éclaboussera et tachera vos mains. Nous verrons bien qui acceptera de vous laver d'une telle souillure. Eh bien, avancez, allez barboter dans le sacrilège et la malédiction. » À cet instant, le bon vieillard qui avait prévu la péripétie et qui, de sa maison pourtant close, en surveillait le développement, en se guidant sur toutes sortes d'indices parvenant à son oreille exercée, se posta devant sa porte et dit au jeune vengeur courroucé: « Morzamba et Abena n'ont pas dormi dans leur maison. Ils sont chez moi. C'est ici que vous devrez venir les chercher. Mais il vous faudra piétiner mon cadavre. Comme vient de vous le dire cette mère magnifique, la malédiction du parricide vous tourmenterait tout le restant de votre vie. Je vais toutefois vous faire une proposition, au nom de mon fils Morzamba. Oui, mon fils Morzamba m'a confié la mission de vous parler ainsi. Si vous êtes des hommes, approchez-vous de Morzamba un à un, et Morzamba, comme en se jouant, vous domptera l'un après l'autre, car Morzamba est persuadé que vous n'êtes pas de vrais hommes, mais des femelles déguisées. Voilà ce que me charge de vous dire mon fils Morzamba. Mettez-vous donc en file, sans plus attendre. Pourquoi hésitez-vous ? » Mais ni la surprise de leur père et de leur mère, accourus en spectateurs exigeants, ni les sarcasmes de leurs sœurs, et pour eux qui étaient mariés de leurs épouses, leur criant « Mais c'est qu'il a raison de vous traiter de petites femelles déguisées. Auriez-vous donc tant dégénéré que vous n'osiez aller vous expliquer d'homme à homme et les poings nus avec un garçon de votre âge? Mais alors pourquoi tout ce bruit ?» Rien ne put convaincre les attaquants de se soumettre à l'épreuve de vérité. Alors, à la demande instante de tous ceux qui assistaient navrés à cette scène, ils s'éloignèrent, se dirigeant vers leurs maisons respectives, baissant la tête, humiliés de leur pusillanimité. Pourtant Morzamba dut faire serment devant le bon vieillard de ne plus rencontrer la femme qui avait mauvaise réputation. On ne peut vivre en permanence dans la réprobation de ses proches. Il y eut encore d'autres événements, mais nous n'en saisîmes pas tout de suite la signification ni l'importance. Le chef, qui était allé quérir des instructions de ses maîtres, revint plus vite qu'à l'accoutumée. Il paraissait soucieux. On disait qu'il avait reçu ordre de recenser le clan et de communiquer dans les meilleurs délais ses effectifs mâles au service de Tamara. De fait, cette tâche ne devait pas réjouir le chef, qui avait régulièrement échoué dans ses tentatives successives de la mener à bien. Convoqué au recensement, notre tactique constante avait été de faire le mort. Comment le chef, cette fois-ci, allait-il s'y prendre s'il désirait réussir ? C'est à cette époque-là que tout le clan s'enflamma tout à coup pour un projet de rencontre de lutte avec nos voisins de la grande cité des Zolos. C'était une confrontation traditionnelle, mais peu à peu, depuis l'arrivée des Blancs, l'usage s'en était relâché, ne reprenant vie soudaine que d'une manière spasmodique, comme les agonisants. Nous avons su depuis que notre chef, Morbita, était le vrai promoteur de cette compétition, en ayant suggéré l'idée à son homologue, le chef des Zolos, homme violent qui aimait les spectacles guerriers, mais qui, étant en accord avec son clan dont il était le fils aimé et admiré, n'avait pas de mal à effectuer un recensement des siens. Nous n'avons jamais compris quelle technique utilisa notre chef pour convertir en opération de recensement les divers épisodes préparatoires à la rencontre de lutte. Toujours est-il que, grâce à ces circonstances, avons-nous appris plus tard, il crut pouvoir estimer à 6 000 hommes, femmes et enfants environ l'effectif de notre clan,
estimation, faut-il le préciser, délirante, bien supérieure à la réalité, même en incluant les villages satellites éparpillés dans l'arrière-pays des Koumdoum. On disait les Zolos fort aguerris. Nous autres, demeurés longtemps sans entraînement ni pratique, nous nous épouvantions de cette réputation, et nous n'eûmes point de peine à imposer à nos jeunes champions d'accepter parmi eux Morzamba, le seul homme dont la vigueur, à défaut de science, pouvait sauver l'honneur des Koumdoum. L'apprentissage des prises et des parades, puis les éliminatoires, se déroulèrent à l'intérieur de la résidence du chef et sous sa présidence quotidienne. Ce fut d'abord ce qui lui parut le repère mystérieux de Morbita que découvrit Morzamba. Une enceinte de bambou enfermant outre une très grande maison de briques percée de fenêtres vitrées, que l'on appelait le palais, et dans laquelle chuchotait-on encore Morbita, qui ne l'avait pas construite, n'avait eu que la peine d'entrer, une cinquantaine d'habitations ordinaires, abritant les épouses et toutes sortes de parents du maître, ainsi que ses domestiques. La première fois que Morbita lui-même se montra, l'enfant errant, ignorant encore l'ennemi mortel, ne vit en lui qu'un homme de stature peut-être élevée autrefois, mais alors alourdi par un embonpoint confinant à la bouffissure, le regard éteint, l'air débonnaire, le geste d'un homme humble et conciliant, peut-être faible et inquiet, démentant en tout cas une réputation insidieuse mais persistante de perfidie et de férocité. Le dernier jour de l'entraînement, enfin, la veille du départ de notre équipe et de sa très nombreuse escorte chez les Zolos, les représentants de notre clan, parmi lesquels, comme il fallait s'y attendre, on comptait Morzamba, eurent le privilège de s'entendre tenir cette plate allocution par le chef qui, jamais auparavant, n'avait consenti à ouvrir la bouche devant eux. Eh bien, mes amis, vous êtes les hommes sur les épaules de qui repose la défense de notre réputation. C'est une charge dont le poids doit vous être sensible. Eh bien, vous devez savoir comment cela se passera, et d'ailleurs, mon ami le chef des Zolos vous le répétera. Vous allez combattre contre un nombre égal de représentants des Zolos. Eh bien, c'est tout à fait simple. Chaque combattant vaincu est aussitôt éliminé. C'est-à-dire que le clan victorieux sera celui qui, à la fin, conservera un champion invaincu. Ou, pourquoi pas, plusieurs champions invaincus. Eh bien, comme vous voyez, ce sera tout à fait simple. Alors, bon courage, mes enfants. La rencontre se déroula en effet chez les Zolos, sur la plus grande place de leur cité, chaque jour couverte de spectateurs, secoués par le fracas des tam-tams, submergés par les clameurs et les hurlements de la foule. Les premiers, nous fîmes défiler nos champions les plus beaux, les plus aptes à inspirer l'effroi. Mais nous ne tardâmes pas à en rabattre en voyant parader les lutteurs Zolos, splendides, merveilleusement découplés, de la musculature saillante et agressive. Avions-nous été piégés? La déroute, à n'en pas douter, nous guettait de son œil de nuit. Les femmes de notre escorte, au lieu d'afficher une gaieté insolente, d'entonner des hymnes de défi, de danser des ballets provocants, déjà se repliaient sur une contenance d'humiliation, se dérobant même au regard. Au lieu de chanter les louanges de nos héros, déjà elles murmuraient contre le destin qui les avait fait naître à Koumdoum. Ce n'était point de vaines alarmes. Les combats des 2 premières journées virent la plupart de nos champions trébucher les uns après les autres. La 3e journée, le fils Ngemba, qui avait fait illusion jusque-là, fut défait par un athlète obscur. Nous apprîmes alors que nos combattants avaient été décimés, que, quand il ne nous restait plus qu'un unique champion, la cité des Zolos pouvait encore nous en opposer 4. Cette nouvelle nous consterna bien davantage à notre propre étonnement que cette autre, selon laquelle ce combattant providentiel, ce héros chargé désormais seul du poids de notre réputation, c'était Morzamba. Et, même, nous en fûmes soulagés et satisfaits autant que s'il avait vu le jour à Koumdoum, que si nous lui avions jamais fait de reproche d'être un étranger. Il était des nôtres, tout à coup. Personne ne s'en indignait, personne n'en paraissait même surpris. Toute la nuit nous l'avons acclamé, fêté, caressé comme la lance jetée sur le chemin, qui s'offre à l'homme que presse un fauve. Nos femmes l'enveloppaient de regards poignants de tendresse et de gratitude. Nous n'en étions pas moins incrédules sur les chances de notre champion. Au reste, les premières phases de l'affrontement de Morzamba et des 4 Zolos eurent de quoi nous désespérer. Les 4 Zolos avaient sans doute comploté d'exténuer peu à peu Morzamba, et son premier adversaire n'eut point d'autre tactique que de rompre les prises à peine engagées. La Providence voulut que Morzamba, d'instinct, sût ne pas se laisser décontenancer par ses esquives déloyales. Il faisait même preuve d'une jovialité qui mit les rieurs de son côté, encourageant son adversaire à faire front et à mieux se servir de ses bras que de ses jambes, prenant le public à témoin de la couardise de son antagoniste. De la sorte, la demi-journée s'écoula sans conclusion, et lorsque Morzamba réussit enfin à faire toucher des épaules le trop habile Zolo, nous crûmes que c'était un cadeau qu'on nous faisait pour mieux nous ridiculiser, et certains parmi nous étaient d'avis de déclarer forfait. Quelle honte y avait-il à reconnaître loyalement sa défaite?
Grâce au ciel, nous n'en fîmes rien en définitive. Si le premier Zolo n'avait point eu d'autre tactique que la rupture du combat, le deuxième, tout aussi dépourvu d'imagination, se fiait uniquement à sa force pour vaincre Morzamba, qui eut vite fait d'éventer le stratagème de son adversaire. Le Zolo, acclamé par les siens, se jetait sur Morzamba qu'il tirait soudain à lui d'une secousse effroyable, et en un clin d'œil, son étreinte de fer ligotait les avant-bras de Morzamba. Alors, opérant toujours avec une vivacité diabolique pour ne pas permettre à son adversaire de se ressaisir, il exécutait une contorsion de la croupe qui, en percutant comme un bélier le flanc de Morzamba, déséquilibrait notre champion, le soulevait même un bref instant de terre, le couchait l'espace d'un éclair dans cette position sur le dos du Zolo. Alors, celui-ci se cassait brusquement et lançait Morzamba par-dessus sa tête. Mais chaque fois, Morzamba put se retourner au bon moment, tombant non point sur le dos mais sur le ventre, lâchant un cri bref mais douloureux, qui tenait à la fois de l'hareng et du gémissement. Les jeunes Zolos envahissaient l'arène et exécutaient la danse de la victoire autour des duellistes soufflants pour reprendre haleine. Des hommes d'âge s'approchaient sans hâte, dodelinant de la tête en signe de dénégation, et après une brève consultation, déclaraient qu'il n'y avait pas eu de décision, et le combat reprenait. Le Zolo était un homme presque mûr et de ce fait plus exposé à l'essoufflement. Il parut perdre de son mordant et de sa hardiesse vers la mi-journée. Sa vigueur incomparable jusque-là s'émoussait, malgré les encouragements frénétiques des siens. Nous prîmes tout à coup conscience que Morzamba allait peut-être l'emporter sur ce diable d'homme dont la fougue nous avait si longtemps cruellement désespérés. Et, changeant de camp, c'est de nous que la folie s'empara. Bramant, hurlant, exécutant des bonds de saltimbanque, nous tournions sans répit autour de l'arène. Nous nous roulions dans la poussière. Nous venions cingler les jambes de Morzamba de chasse-mouches qui lui striaient cruellement la peau. Nous ne savons plus exactement comment notre champion vainquit son redoutable adversaire. Ils venaient tous deux de trébucher, emmêlés encore quelque peu des bras, moitié gisant, moitié accroupeton, jambes contre jambes, épaule contre épaule, position qui aurait dû marquer la fin de la reprise. Pourtant, ils s'étaient crispés soudain. Leur corps luisant de sueur s'était à nouveau noué, et cette fois le Zolo, à bout de souffle, s'était affaissé, telle une outre qui crève. Presque sans effort, comme d'une chiquenaude, Morzamba l'avait fait rouler sur le dos, s'était étendu sur lui, serrant encore les dents, tout muscle tendu, et l'avait maintenu au sol, la face livrée au soleil aveuglant, les épaules baignant dans la poussière, et son clan dans l'infamie. Le désespoir des Zolos, alors qu'ils pouvaient encore aligner deux autres champions, nous fit bientôt soupçonner que, contrairement à nos craintes, nos adversaires n'avaient point prémédité une tactique, mais, agissant sans calcul, avaient tout de suite opposé à Morzamba leurs meilleurs hommes. Après la défaite de ceux-ci, on eût dit que, pour nos hôtes, la cause était entendue, et que la suite ne serait plus qu'un rite cruel. Mais nous redoutions un piège, et rien ne peut égaler notre angoisse lorsque le lendemain, Morzamba s'attaqua à son troisième adversaire sous les regards cette fois du belliqueux chef des Zolos. Tandis que les tam-tams et les clameurs de l'assistance font trembler l'arène, les deux hommes s'avancent l'un vers l'autre. Parvenus à bonne distance, c'est-à-dire assez rapprochés pour se toucher, ils engagent le combat comme il est de coutume, ouvrant chacun son aisselle gauche afin que le bras droit de son antagoniste s'y enfonce comme en un étui. Nos gorges se serrent, tandis que nous retenons notre respiration. Est-il possible que nous l'emportions ? Morzamba, l'enfant errant, l'homme sans famille, le réprouvé, sera-t-il l'artisan de notre suprématie ? Arc-boutés, enlacés, joue contre joue, les deux hommes dansent un étrange ballet, tournoyant, le buste planté obliquement sur des jambes écartées et en retrait, amorçant des prises aussitôt abandonnées volontairement ou contrées. Et soudain, une terrible contorsion de Morzamba, on dirait le spasme sauvage du python pris dans la fournaise. Il s'est arraché à l'étreinte du Zolo, dont il vient de prendre tout le corps dans l'étau de ses bras. L'homme frétille furieusement, lance de vaines ruades de ses pieds demeurés seuls libres. Morzamba le soulève vivement de terre, le tient à bout de bras, tandis que l'autre, toujours rageur, tente d'accrocher un de ses pieds à la jambe de Morzamba. Et soudain c'est le dénouement. Morzamba s'est violemment détendu et a abattu son adversaire sur le sol en produisant un choc retentissant. Et l'homme reste étendu de tout son long, à plat dos, le visage offert à l'éclat aveuglant du soleil. Vite réveillés de la stupeur qui nous a frappés, et tandis que nos amis Zolos versent d'abondantes larmes de dépit, nous nous précipitons quant à nous au milieu du terrain, nous nous saisissons de Morzamba que nous portons en triomphe. Notre joie est indescriptible. Les Zolos, gens loyaux et lucides, viennent dans la journée se mêler à notre délire et ne cachent pas qu'ils nous envient celui que tout le monde appelle maintenant sans arrière-pensée notre phénomène.
À les en croire, il est invincible, et ce n'est pas son quatrième adversaire, un enfant, qui pourrait lui tenir la dragée haute. Dans la soirée, une délégation des sages Zolos vient nous annoncer que leur clan retire son dernier champion et déclare vainqueur Morzamba. À nous le voir porter en triomphe cette nuit-là et les 3 ou 4 nuits qui suivirent, à nous voir nous l'arracher pour l'aduler et adorer, qui eût pu douter que Morzamba ne fût enfin définitivement un des nôtres. Et ce fut un événement solennel, grandiose et combien mémorable que notre voyage de retour, à travers la forêt, que nos torches de bambou embrasaient la nuit, de même que nos feux quand, au terme d'une longue marche, nous nous arrêtions pour faire étape et dormir du sommeil des vainqueurs. Comme toujours dans les triomphes, ce n'était que danse sur les berges des rivières traversées, chœurs mélodieux berçant les collines et les bois, et bas joyeux avec les nombreuses filles du clan Zolo qui avaient accepté de nous tenir compagnie sur une portion de notre chemin, et dont quelques-unes vinrent avec nous jusque dans notre cité, où elles sont demeurées depuis. Les gens d'âge nous avaient devancés, brûlant de réjouir du récit de notre exploit les oreilles des membres du clan qui n'avaient pas eu le privilège d'en être témoins. Nous autres jeunes, nous nous éternisâmes en route, n'en finissant pas de piller les champs rencontrés, de chasser et de pêcher, pour nous nourrir de venaison et de poissons grillés à la flamme, hantant les abords des villages reculés, pour voler le vin de palme dont nous nous abreuvions, fêtant en Morzamba non l'étranger maudit, mais le triomphateur. Mais la suite des événements nous ramena bientôt à la vraie vie, loin des chimères. Tout homme âgé conçoit une extravagance tôt ou tard. Cela arriva alors pour le bon vieillard qui avait recueilli Morzamba, et qui, exalté peut-être par notre folle équipée chez les Zolos, voulut marier celui qu'il considérait depuis longtemps comme son fils à une des filles d'Engemba. C'était un projet insensé, et qui parut une provocation au bon sens, mais aussi à la concorde même de notre cité, qu'il devait fatalement diviser en plusieurs factions hostiles, certains habitants soutenant immanquablement le bon vieillard, dont ils avaient toujours admiré la sagesse, la réserve et la dignité, d'autres qui n'avaient pas sa générosité, s'effarouchant de son audace, et se rangeant peut-être à contre-cœur derrière Ngemba, rempart pour l'or de la tradition, qui réprouve toute alliance avec un étranger totalement inconnu. Le bon vieillard, avec l'accord de son protégé, réunit le conseil du clan, auquel il offrit de joyeuses agapes, avant de confier à ses invités que le cœur de Morzamba s'était attendri pour la première fille d'Engemba, et qu'il avait été chargé par son fils de la demander à son père. Comme l'avait prévu le bon vieillard, sa déclaration fut suivie des manifestations que suscitent la surprise, la stupéfaction et le scandale. Mais au bout d'un moment, un compère prit la parole pour demander solennellement que la fille sollicitée soit consultée. L'indignation redoubla dans la majeure partie de l'assistance qui récusait ces coutumes étrangères qui allaient précipiter la décomposition des familles et la déconsidération des pères. Malgré la tempête, le parti d'entendre la jeune fille fut adopté, on ne sait comment. L'enfant, ébahi et décontenancé, éclata en sanglots, mais, entre deux hoquets, elle réussit néanmoins très distinctement à faire entendre qu'elle acquiesçait à la demande de Morzamba. On crut un instant qu'Engemba avait été piégé, et qu'il n'avait plus d'autre issue que d'accepter la proposition du bon vieillard. C'était bien mal le connaître. Il objecta d'abord ce qu'il appelait l'inceste. Morzamba avait été adopté par un membre du clan, il en était devenu un enfant. Il ne pouvait donc en épouser une fille sans commettre un sacrilège. On lui démontra sans peine qu'il faisait erreur, qu'il n'y avait pas d'inceste, que les précédents illustres avaient établi la sainteté de telles unions. Ngemba a si fort retenu jusqu'ici sa pensée intime que soudain elle fuse. Une affaire aussi grave demande réflexion. Que ne m'en laisse-t-on le loisir? Des gens se sont-ils conjurés pour me forcer la main ici ce soir? Mais après tout, le père de cet enfant, c'est moi. Oui, ne suis-je pas le père? Qui d'entre vous irait prétendre qu'il m'a prêté son germe pour le déposer dans le flanc de mon épouse? Tout de suite le mariage, et avec qui je vous prie? Avec un homme dont vous ne pourriez me dire ni d'où il vient, ni où il va. Curieux gendre, j'ai besoin de réfléchir, qu'on me laisse le temps de méditer. Ces paroles produisirent une forte impression sur le conseil, et, finalement, Ngemba gagna cette première manche. Car le bon vieillard, que ne rebutait pas sa malveillance et son obstination légendaire, ne se tint pas pour battu, persuadé que la tornade de sympathie soulevée par Morzamba dans l'expédition chez les Zolos finirait par pousser beaucoup de membres du conseil à se ranger derrière le jeune homme. Des habitants des Koumdoum, se figurant alors que Morzamba était en proie au chagrin de se voir refuser la fille Ngemba, s'efforçaient de l'humilier de toutes les façons. Des hommes d'âge même s'approchaient de lui pour lui dire « Le pays ne manque pourtant pas de femelles, Morzamba. Pourquoi t'acharner ainsi à courir après la seule fille Ngemba? Que lui trouves-tu donc? Au fait,
Pourquoi ne pas retourner chercher une épouse dans ton pays? Les filles d'ici, tu sais, on les obtient si difficilement. Mets-toi à notre place. Ou encore, pauvre Morzamba, elle n'est pas pour toi, la fille Ngemba. Elle te fait donc envie à ce point, coquin? Tu aimerais bien le lui faire, hein? Tu peux bien me le dire à moi, coquin. Je vois la lueur qui vient de s'allumer dans ton regard, petit coquin, que tu lui as déjà fait. Ou encore, mon vieux, je connais une veuve non loin d'ici, dans un hameau. Elle est encore agréable à regarder, un peu ridée, d'accord, mais tout à fait ce qui te convient, et pas difficile avec ça. Ce n'est pas qu'elle soit libre, elle vit avec une sorte de cul-de-jatte, mais à tout prendre, c'est encore toi qu'elle préférerait, je crois. Tu vas pas nous faire la fine bouche. L'un de nous lui déclara même un jour. Et puisque tu tiens tant à la fille Ngamba, Morzamba, que ne rentres-tu quelque temps dans ton pays? Tu en reviendrais en compagnie de ton père et de ta mère. En présence de ces personnes vénérables, je parie que le père Ngamba changerait de ton. Abena, qui ignorait que son ami peu attaché en réalité à la fille Ngamba était insensible aux insultes qui lui étaient faites à son propos, s'indignait de la mansuétude de Morzamba, et aurait souhaité qu'il châtiât les audacieux qui le défiaient. Toute cette force, lui disait-il, le ciel t'en a fait don pour faire triompher la bonté et punir les méchants. Il faut toujours punir les méchants. Ils gâchent le bonheur de la vie. Tu as tort de te laisser outrager. Toujours plein d'entrain et de jovialité, Morzamba répondait à son ami qu'il avait essuyé tant d'affronts qu'il y était devenu insensible. Je ne comprends pas très bien, expliquait-il, mais je sens que toute la haine de ces gens n'a pas la moindre importance. Non, sois sincère. Tu te figures que tu leur dois de la reconnaissance parce que nous t'avons accueilli ici. Tu te dis que le clan a été très généreux avec toi. Écoute-moi bien. Au début, ce fut simplement un caprice, et maintenant c'est un jeu. Et quel jeu? Alors tu vois, tu ne nous dois rien. Tout compte fait, mon pauvre ami, c'est encore nous qui devrions avoir de la gratitude. Abena n'eut pas besoin de faire une longue démonstration de cette dernière vérité. Il lui suffit de soutenir Morzamba en étant toujours à ses côtés dans la deuxième phase du combat que le bon vieillard, pressé par l'approche de la mort, avait décidé de mener contre Ngemba. Sur ses conseils, Morzamba rendit successivement visite aux membres les plus influents du conseil du clan, vieillards diversement tourmentés par les infirmités de leur âge, mais pareillement intéressés. C'est le premier sage qu'ils allèrent visiter qui inspira la plus profonde perplexité aux deux amis, en même temps que le sentiment d'une lèpre ou d'un poison infectant incurablement la chair du clan. De cette nuit, sans doute, date le malaise qui va définitivement vouer Morzamba au culte aveugle du rêve étrange qui ne cessera plus de fasciner son ami. En jeunes gens bien élevés, qui ne pénètrent pas les mains vides chez un homme âgé, ils lui offrirent une calebasse de vin. L'homme, un vieillard sec et triste, qui était couché sur un lit de bambou près du feu, s'assit, se servit du vin dans un gobelet, et quand il en eut bu abondamment, en offrit à une vieille femme, son épouse, que les deux amis aperçurent pour la première fois quand elle s'approcha de son mari. Comme s'il avait été sevré, l'homme ne cessait de remplir son gobelet, le vidant tantôt lui-même, tantôt le tendant à sa compagne. Ce spectacle attendrissait Morzamba, mais agaçait jusqu'à l'impatience Abena, qui était trop habitué, et qui en eût égrené d'avance tous les moments. Entre deux rasades, l'homme qui, finalement, parut moins âgé à Morzamba qu'il n'aurait cru, bâillait, gémissait, soupirait, faisait craquer ses articulations. « Il va parler et je sais ce qu'il va dire, » chuchota soudain Abena à l'oreille de Morzamba. De fait, le vieillard entama un discours lent, d'une voix monocorde. « Morzamba, mon fils, tu ne peux pas imaginer combien je te sais gré d'avoir pensé que je pouvais te venir en aide. Ta confiance m'honore et me réjouit. Ah, mon petit, c'est que je me fais bien vieux. Le lourd fait d'interminables saisons de labeur, de malheurs incalculables, de chagrins quotidiens, aura bientôt accablé le bonhomme qui te parle. Ah, mon pauvre Morzamba, tu as en moi un bien misérable père, un homme tellement affaibli qu'il n'est plus qu'une loque, une ombre, et cela au moment même où tant d'épreuves l'assaillent. Tiens, si tu m'avais vu aujourd'hui même me débattre, si tu avais pu voir toute la besogne que ce cadavre, qui a à peine la force de te parler, a dû abattre, si tu m'avais vu trancher, couper, halter, m'échiner, tu m'aurais pris en pitié, mon fils. Tu te serais écrié « Arrête, mon vieux père, arrête. Tu me fends le cœur, retourne à la maison, couche-toi près du feu, et ne te fais plus de soucis. J'achèverai ce travail à ta place. Je suis jeune, moi, je suis fort, je n'en ferai qu'une bouchée, pour ainsi dire. » Voilà ce que tu m'aurais dit. Vois-tu, mon cher fils, quand dans un clan, les vieillards doivent eux-mêmes défricher la terre et bâtir leur maison, eh bien c'est que ce clan est bien malade. J'ignore comment vont les autres clans sur cette terre, mais je sais que le nôtre va bien mal. Passe encore d'être obligé de défricher moi-même, mais mon enfant, regarde donc le toit de ma maison, contemple cette passoire.
constate comme on compte bien les étoiles d'ici. Un toit, cela? Je ne souhaite pas que le ciel me donne des jambes et ta vigueur, ce serait trop long. Il m'en faudrait moins, à moi qui ne désire que couper un peu de chaume et le tresser pour restaurer mon toit. Ah, mon cher enfant, un clan comme celui-ci est un clan bien malade. Il fut interrompu à ce moment par Abéna, qui avait vainement donné dans l'obscurité des coups de coude à son ami. « Cher père, déclara-t-il, ne t'en inquiète plus. Nous nous chargerons de cette besogne dès demain. D'ici une dizaine de jours, ta maison aura un toit tout neuf. » Le vieillard, pendant de longs instants, déroula des formules d'une reconnaissance éperdue, allant jusqu'à promettre aux deux amis que les premiers-nés de leurs futures épouses seraient du sexe mâle. Puis, devenu comme par miracle, enjoué et même leste, l'homme aborda spontanément le sujet qui motivait la visite des deux jeunes gens. Il les rassura, leur répéta entre deux rasades que son expérience et sa connaissance des cœurs auraient facilement raison de la mauvaise volonté d'Ingemba. Rien de ce que lui racontèrent les deux amis en lui rendant compte de leur visite ne sembla surprendre le bon vieillard. « Pourtant cet homme a des enfants, de grands enfants !» s'écria Morzamba. « Et alors ?» demanda ironiquement Abéna. « Comment ?» insistait Morzamba. « On supporte chez vous que les enfants abandonnent leurs vieux parents ?»« Tu n'as encore rien vu » déclara sentencieusement, mais non moins mystérieusement, Abéna. « J'ai passé ma vie, déclara le bon vieillard, à supplier en vain le ciel qu'il m'accorde au moins un fils. Le vieillard que vous venez de voir en a eu plusieurs, tout naturellement. Et pourtant, avant que tu paraisses, nous avons connu tous deux la même vieillesse solitaire et amère. Oui, cet homme a engendré des enfants. Ces enfants ont grandi. Ils sont maintenant des hommes. Tu les as vus vivre, Morzamba. Ils ont été tes compagnons d'enfance, si peu que ce soit. Tu sais quel genre d'hommes ils sont. Les as-tu jamais vus manifester par le geste ou la parole la moindre vénération pour leur géniteur? Une malédiction, voilà ce que c'est. Du temps où nous étions jeunes, nous autres, nos parents étaient sacrés. Nous n'aurions pas eu le cœur de les voir souffrir. Les mœurs ont bien changé. Que s'est-il passé au juste depuis? Demanda Abéna. Trop de choses, mon pauvre enfant. Je n'aurai pas trop de toute la nuit pour te les détailler. Explique-nous brièvement. À mon idée, déclara le vieillard en baissant la voix, tout a commencé à craquer lorsque le chef nous a été imposé. Oui, c'est cela, s'exclama Morzamba. Raconte-nous donc cette affaire. Il ne nous a fait aucun mal, certes. Il est là-haut, reclus chez lui. Pourtant, il est là, et nous sommes impuissants à le déloger. Nous sommes impuissants. Voilà notre drame. Car nos enfants et nos femmes sont témoins de cette impuissance. Mais qui est-ce? Et d'où vient-il? Insista Morzamba. Avant la guerre, nous avions un chef qui était des nôtres. Après, eh bien, les Français qui commandent aujourd'hui sont arrivés. Ils ont saisi ce chef et toute sa famille, disant qu'ils avaient été les alliés de leurs ennemis. Nous n'avons plus jamais entendu parler de notre chef et de sa famille. Ne le racontez à personne. Les enfants ne doivent pas connaître ces terribles secrets. Et ils nous ont désigné cet homme en disant « Voilà votre nouveau chef ». Mais pourquoi ne remontes-tu pas plus haut? Demanda Abéna. Car enfin, avant les premiers blancs, vous n'aviez pas de chef. Comment? Tu le sais, fils? Tu as tort, et pourtant tu as raison. Autrefois, nous n'avions pas de chef. Nous traitions nos affaires entre nous, et personne n'avait un droit de regard sur nous. Et ils vous ont demandé de choisir un chef parmi vous, insista Abéna. Oui, pour être à notre tête à chaque occasion et pour tout. Et vous avez accepté de transgresser vos traditions. Il était bien question de tradition. C'est notre survie que nous négocions, mon pauvre enfant. Nous n'avions pas d'armes à feu, nous, et contre un bon fusil, un javelot ou rien, c'est exactement la même chose. J'en conviens, mais est-ce que, à bien y regarder, ce n'est pas de là que date toute cette décomposition que nous observons? Pourquoi vos enfants n'auraient-ils pas commencé à voir votre impuissance depuis que vous avez lâchement abandonné vos traditions en acceptant un chef, quel qu'il fût? Parce que, alors, nous n'avons pas démérité. On ne résiste pas à un fusil quand on en est dépourvu. Oui, mais quand on est dépourvu de fusil, c'est qu'on a manqué à quelque chose, à sa fierté peut-être, ou à la vigilance. Votre impuissance date bien d'il y a longtemps, quand sous prétexte qu'on braquait des fusils sur vous, vous avez capitulé, déshonoré vos ancêtres et trahi vos traditions de vaillance et de vigilance. Tais-toi donc, mon pauvre petit. Quelle expérience as-tu de ces choses? En disant cela, le bon vieillard avait pouffé. Il avait coutume de plaisanter Abéna, comme on fait d'un très petit garçon. Il faisait mine de s'amuser des diatribes du jeune homme, quoiqu'en réalité elles le troublassent. Suivez plutôt mes conseils, enchaîna-t-il avec le même enjouement fin. Croisant ton vieux père, mon petit Morzamba, une femme vaut toutes les avanies. Je ne l'ai compris que quand j'eus perdu la mienne.
Au cours de tes autres visites, conduis-toi exactement comme tu viens de le faire. Propose-toi pour accomplir toutes les besognes. Au reste, je fais confiance à la présence d'esprit d'Abéna. Je me demande, dit sombrement Abéna, oui, je me demande si j'ai bien eu raison. La possession d'une épouse vaut-elle qu'on se donne tant de mal? Ne devrait-on pas se débattre davantage pour la possession d'un fusil? Si au lieu de perdre tant de temps à vous chercher des épouses, chacun s'était soucié davantage de se procurer un fusil, le chef qu'on vous a imposé serait-il toujours là-bas dans sa résidence? Tout pour la femme, rien pour le fusil. Comment, noble et vénérable vieillard, nommer sagesse tant d'extravagance? Je n'en démordrai point, ô vénérable homme, un chef, un homme seul, régnant à vie, au mépris des traditions ancestrales, quel malheur déjà! Mais un chef imposé, ce monstre, cet orang-outan qui a élu domicile dans le bois proche, on dit d'abord que c'est un voisin incommodant, qui ne veut point du mal, qui répandra même à profusion le baume de son amitié et l'harmonie de son arbitrage. Mais le temps, qui déchire les masques, apporte plus d'assurance à cet hôte maintenant abusif. Déjà il s'engraisse, moins du pillage de nos récoltes que du miel de nos dissensions. Autour de lui, le terrain est devenu son fond, sa propriété sans conteste. Personne n'ose bientôt plus traverser ce domaine qui sans cesse s'étend. Puis lui vient une progéniture qui croît et se multiplie, tel qu'un baobab que la présomption a d'abord laissé pousser dans une maison et dont les branches ont bientôt fait crever le toit et les contreforts les murs. Insensiblement, le clan éclate, tombe en ruine, que foule et finalement aplanit le va-et-vient des conquérants. L'orang-outan a vaincu, le monstre a tout dévoré. Un chef imposé, c'est cela, ô noble vieillard. Comment pouvez-vous accepter de cohabiter avec l'orang-outan, vous, nos pères? Il y a longtemps que la pestilence, exhalée par le monstre, a asphyxié notre clan, sage vieillard. Et voilà pourquoi il n'est plus qu'un cadavre en voie de lente décomposition. Nous ne sommes plus qu'une pourriture, méprisés et haïs de nous-mêmes, comme un lépreux qui contemple ses membres purulents. Alors, sage vieillard, que vaut une épouse en comparaison d'un fusil? Jamais Abéna n'en avait tant dit d'un seul élan. Les deux jeunes gens firent néanmoins ce que leur avait conseillé le bon vieillard, et, à la fin de la saison, le conseil du clan unanime était acquis à Morzamba, et bien décidé à exercer sur Engemba toutes les pressions nécessaires pour l'amener à consentir à l'union de sa fille avec Morzamba. Au cours d'une séance pathétique, Engemba ne voulut pourtant pas revenir sur sa position antérieure et, selon son habitude, extorqua un délai de réflexion à ses pairs, qu'il mit à profit pour combler de présents et circonvenir à son tour le conseil du clan, de telle sorte que dans une séance expressément réunie par la suite pour l'affaire, cette assemblée tenue pour un rempart de jugement et un roc de droiture manqua à être emportée à force de flottement. La décision ne put pencher ni dans un sens ni dans l'autre. Les guides du clan, dès qu'on les mettait au pied du mur, parvenant toujours à se dégager, sans jamais se compromettre. Il devint peu à peu manifeste que les sages, particulièrement sollicités, prenaient plaisir à se faire choyer par les deux parties, et que, plutôt que de tarir une telle source d'aubaine, se disposaient à prolonger indéfiniment la situation. De leur côté, cependant, les deux camps antagonistes, qui avaient vite fait d'éventer la malicieuse stratégie des sages d'entre les sages, sans même se concerter, ralentirent leur ardeur belliqueuse et, par voie de conséquence, leur zèle munificent. L'affaire ne passionna plus les habitants des Koumdoum, qui l'oublièrent donc peu à peu, bien qu'elle demeurât toujours en suspens, comme un orage dont les grondements, après avoir retenti au-dessus des têtes, ne s'écartent que très lentement. Engemba s'avise alors de tirer parti de cet apaisement inespéré, pour réaliser un dessein qui, après l'avoir longtemps sourdement hanté, illumine tout à coup comme un éblouissement son esprit. Secret et solitaire, il se met en route pour un voyage de longues semaines qui le conduit auprès d'un homme vénérable par son grand âge, la réputation et le crédit que confère la possession de multiples biens. Telle une vieille complicité criminelle, une longue amitié rive Engemba à cet homme, ainsi qu'une dette, incalculable selon certains habitants des Koumdoum, de plusieurs dizaines de têtes de bétail selon d'autres. Elle a été contractée à un moment crucial de la vie d'Engemba, lorsque tout jeune homme, nanti d'une cousine orpheline, une enfant qu'on élevait en son nom, il s'était avisé de la marier à un homme qu'on disait unanimement issu d'une très honorable famille, mais membre d'un clan lointain, presque inaccessible pour les esprits de l'époque. Contre la petite cousine, et c'était là le point important, Engemba s'était fait verser une somme d'argent qui avait fait rêver tous les pères de famille, et qu'il avait mise en réserve, ayant l'intention de se donner une épouse lui-même bientôt.
Mais d'un autre côté, sachant qu'un tel échange livre véritablement la mariée en esclavage à son époux, et voulant prévenir ce blâme, il avait tenu à offrir à la famille du jeune homme, invité de si loin, un festin grandiose, pour frapper les esprits et doter la mariée d'une auréole qui, ensuite, forcerait le respect de son mari. Pour cela, il s'était bien gardé de débourser les sommes dont il venait de garnir sa tirelire, et avait recouru à la bienveillance officieuse et néanmoins calculatrice du patriarche. Il a imaginé cette fois d'effacer cette créance par un système d'alliances compliqué, dont cette première étape, tout en lui donnant des partenaires lointains, mal informés de son exécrable réputation, comme les affectionne son esprit tortueux, lui ôtera aussi du pied l'épine qu'est Morzamba. Parvenu à destination, il reçoit un accueil flatteur qui comble son ambition et son âme quelque peu chimérique. Toutefois, son hôte, dont la langue est peu complaisante, lui adresse ses propos mordants. Qu'est-il donc arrivé, Ngemba? Je n'aperçois point à ta suite un cortège d'hommes et de femmes poussant devant eux le bétail que tu me dois, ou bien ployant sous les hottes de présents destinés à réjouir mes vieux yeux. Viens-tu m'annoncer quelque catastrophe qui aurait ravagé ton pays et t'aurait ruiné toi-même? Mon bon ami, mon vieil ami, répond Ngemba sur le ton de l'accablement. Fais-moi donc porter une calebasse de vin avant que je t'expose le motif de ma venue. Ainsi que tu l'as déjà deviné, c'est d'un véritable désastre que je suis menacé. Une calebasse de vin? Qu'à cela ne tienne, déclare le patriarche qui se lève péniblement, sort sur la véranda d'où il crie désordre. À peine revenu dans la maison, il est suivi d'un de ses grands-fils, qui dépose une calebasse de vin auprès du voyageur solitaire et pitoyable. Ngemba se verse lui-même le vin dans le gobelet et boit avec avidité. À la 6e rasade, il n'en peut mais, exhale un long râle de satiété et pose le gobelet sur le sol. Il persiste pourtant dans son silence. Il tourne plusieurs fois la langue dans sa bouche. Il s'est fait comme craintif. Mais le patriarche le houspille d'une voix impérieuse. Eh bien, ne t'es-tu pas désaltéré, Ngemba? Je brûle de savoir ce qui t'amène, je n'aime pas attendre. Il y a bien des années déjà, déclare Ngemba, un enfant arriva dans notre cité. D'où venait-il? Où allait-il? Qui l'avait engendré? Nul n'en sait toujours rien, et l'enfant lui-même encore moins que quiconque. Le petit vagabond fut adopté par l'un de nous, un vieil homme plein de songeries, et qui n'avait jamais eu d'enfant. Eh bien, s'impatiente le patriarche, qu'est-il advenu de cet enfant? Est-il mort? Loin d'être mort, il a grandi au contraire, il est devenu un homme, un redoutable gaillard. Il s'est fixé dans le sein de notre clan. Il a songé à prendre femme. Tu n'imagineras jamais sur quelle fille cet orphelin vagabond a osé jeter son dévolu. La tienne, pardi. Mon vieil ami, ta sagacité n'a pas fini de m'étonner et de me rassasier d'admiration. Tu l'as deviné, c'est ma propre fille qu'il convoite. N'est-ce pas tout naturel? Tout naturel, frémit Ngemba. Jamais je ne donnerai ma fille à un vagabond sans lignée, jamais. Et qui te parle de lui donner ta fille, mon pauvre ami? M'aurais-tu donc compris? S'écria Ngemba en embrassant son hôte éperdument. Toi au moins tu sais imaginer les tortures et les angoisses d'un vrai père. Pourquoi donc viens-tu de si loin me raconter tout ça? Afin que je te donne un conseil, je suppose. Mais n'est-il donc plus de sages dans ton clan? J'y viens justement. Nos sages veulent me persuader de donner ma fille au vagabond. Ils sont menés par son père adoptif, un homme à qui sa réputation de vertu confère une grande influence et qui s'est engoué de cet enfant ainsi que d'un vrai fils. Mais c'est son vrai fils, Ngemba. Il l'a engendré en l'adoptant. Le patriarche parut un moment songeur. Mon cher ami, reprit-il, si ton clan est unanime à réprouver ton attitude, tu auras bien du mal à te soustraire à l'éventualité qui t'indigne. C'est une affaire pleine d'embarras. Je suis venu à toi pour te demander de m'aider. Ton seul nom sera pour moi la caution providentielle. D'ailleurs, j'ai toujours souhaité m'allier à un homme comme toi, sage, riche de biens et d'une nombreuse progéniture. En toi, j'acquerrai une seconde famille, dans le sein de laquelle je viendrai me consoler des déboires et des avanies de la vie. C'est ainsi que nos pères concevaient une alliance, et toujours ils s'en félicitèrent. Ta maison regorge de garçons et de filles. Pour ma très modeste part, je ne suis encore préoccupé que d'un garçon et d'une fille bientôt pubère. Te proposer ma fille pour celui de tes garçons que tu voudras, voilà le but de ma visite. Comme le voyageur s'était arrêté, le patriarche, sentant que son discours n'était qu'interrompu et non achevé, lui demanda « Et que désires-tu en échange dans l'immédiat ?» Ta sagacité n'a pas fini de me rassasier d'admiration. Un rire de bonheur, gros, sourd, irrépressible, secouait le voyageur. Mais le patriarche lui jetait des regards furtifs et obliques,
comme à un homme à qui on mesure sa confiance parce que, à bien y regarder, il manque de dignité. Tes dessins m'agréent, laissa-t-il finalement tomber. Quant aux têtes de bétail, je consens à ne plus en parler. Mais n'oublie jamais ceci. Tant de bétail, c'est plus qu'on en donne habituellement pour une seule femme. Nguemba demeura encore de longs jours chez le patriarche, pour jouir jusqu'à satiété de l'hospitalité munificente de l'homme avec qui il venait de conclure alliance. Quand il revint à Ekumdum, il s'abstint de réunir le conseil du clan pour lui rendre compte de son voyage, et cela inquiéta et suscita toutes sortes de conjectures. L'arrivée tonitruante à Ekumdum du patriarche lui-même, dans un palanquin porté par ses enfants, confirma qu'Ngemba avait intrigué pour contrecarrer la décision de nos sages de donner sa fille à Morzamba. Le patriarche combla la cité de cadeaux, convoqua le conseil du clan, auquel il offrit un repas plantureux dans la maison commune, et lui tint ce discours. À la manière dont je viens de vous traiter dans votre propre cité, uniquement à mes propres frais, et en ne mettant à contribution que les hommes et les femmes de ma propre suite, avez-vous enfin compris l'immensité fantastique de ma fortune, homme de peu de sens, ô vous qui usurpez le vénérable titre de sage? Comment? Vous prétendez contraindre votre frère à donner sa fille à un vagabond? Vieillard blanchi dans la futilité et l'aveuglement, Nguemba m'a-t-il bien dit la vérité? Alors, vous avez perdu la tête. Puisque cette fille est à prendre, je vous signale le motif de ma venue dans votre cité. Je la prends pour l'unir à mon fils, celui-là même que vous voyez en ce moment à mes côtés. Avez-vous une objection? Je vous écoute. Les présents du patriarche, le repas qu'il venait de donner aux sages, son assurance effrontée, avaient à ce point intimidé le conseil qu'aucun de ses membres ne s'avisa de tenir tête à ce vieil homme si singulier. L'entrée des jeunes dans la maison commune, local où siégeait habituellement le conseil, étant formellement interdite, Abéna ne put donner au patriarche la réplique, comme il eût été inévitable. Le bon vieillard lui-même, pris de court par le tour des événements, fut impuissant à imaginer immédiatement la parade. Nguemba triomphait-il enfin? Rassemblement de pantins, grondait ce soir-là Abéna, vaincu et amer, dans la maison du bon vieillard, autour duquel les deux amis s'étaient retrouvés à l'accoutumée, perdus dans les ténèbres que le rougeoiement du foyer, dans le fond, ne dissipait guère. Des combines tortueuses et fétides, voilà à quoi ils savent s'employer. Quant à se procurer un fusil, bernique, bande de pantins. Après être demeurés quelque temps silencieux et sans doute pensifs, mais les deux amis en jugeaient imparfaitement, le distinguant à peine dans cet amoncellement d'ombre, le bon vieillard déclara tout à coup qu'il lui restait encore une ressource à laquelle il n'aimait pas recourir, mais qu'il était contraint par sa détresse d'utiliser. Puis, se levant brusquement et s'approchant du feu, il leur dit « Venez près de moi, mes enfants. Je vais vous révéler un secret terrifiant. » Les deux adolescents accoururent et se penchèrent sur le bonhomme accroupi. « Connaissez-vous ceci ?» leur demanda-t-il, en leur montrant une herbe que, bien qu'elle fût séchée, les deux adolescents reconnurent et nommèrent sans hésiter. Il leur posa la même question en leur montrant des noix séchées elles aussi, que les deux amis n'eurent aucun mal à identifier. Le bon vieillard, sous les yeux de ses protégés, pila successivement chaque ingrédient sur une pierre rudimentaire, mélangea soigneusement les poudres ainsi obtenues, en saupoudra la braise rougeoyante, tandis qu'une odeur étrange et capiteuse remplissait la maison, et que le bon vieillard prononçait un grand nombre de fois cette formule qui parut magique aux deux amis. « S'il n'y a pas de mal, que la providence demeure silencieuse. Si au contraire la justice est blessée, ô Providence, fais-nous le savoir cette nuit même. » Bientôt, à un moment que Morzamba croit pouvoir situer aujourd'hui entre 11 heures et minuit, d'innombrables hiboux, comme si venus des quatre coins du monde, ils se fussent donné rendez-vous à Ekumdum, entamèrent une sérénade monstrueuse et sinistre qui ne cessa qu'avec les premières lueurs de l'aube. « C'est bien ce que je pensais, » articulait le bon vieillard, qui veilla toute cette nuit-là, entouré de ses deux disciples. « Oui, c'est cela. La justice a bel et bien été blessée, et la Providence consultée nous annonce un malheur par la voix de ses oiseaux. Le clan a enfreint une règle sacrée, et il en sera bientôt châtié. Je réunirai le conseil demain, et je dirai « Votre lâcheté, ainsi que l'égoïsme et l'orgueil d'Ngemba, ont dénoué les chaînes du malheur. Il plane désormais au-dessus de nos têtes, il va s'abattre sur nous. Voilà ce que je leur dirai demain. Eh bien, mes enfants, vous savez tout désormais.
votre éducation est terminée, puisque je n'ai plus rien à vous apprendre. Après la sagesse des vivants, je viens de vous dévoiler celle des morts. » Point ne fut besoin de réunir le conseil. Le chant nocturne des hiboux rassemblés se révéla un langage d'une telle vertu que dès le jour levé, on vit le spectacle extraordinaire du patriarche et de son escorte abandonnant notre cité avec une précipitation qui eût pu accréditer qu'elle était tout entière en proie aux flammes. La cause n'était point entendue pour autant. Quelques jours après, le bon vieillard s'écroula dans sa maison, tandis qu'il s'affairait à une besogne anodine, et trépassa. Les choses restèrent longtemps en l'état, personne n'osant y donner le coup de pouce déterminant, peur d'on ne sait quel sacrilège. Pourtant, nous n'attendîmes pas longtemps pour nous rendre compte que seule la protection du bon vieillard avait soutenu la position de Morzamba dans notre cité. Lui disparu, chacun vit bien que l'étranger était désormais semblable à un édifice sans assises. Car, lorsqu'après une période d'hésitation provoquée par le décès du bon vieillard, Ngemba eut entamé une campagne de calomnie contre Morzamba, personne, parmi les 6000 membres supposés du clan d'Ekumdum, ne s'opposa vraiment à lui, exception faite des 8 personnes de la famille d'Abena. Il est à peine imaginable combien il suffit de la disparition d'un seul homme, pour que tout devienne différent. Morzamba était talonné d'une malveillance qui, apparemment, ne demandait qu'à exploser en hostilité. Malgré les supplications d'Abena, il refusait de subir la loi de la peur, allait et venait, se baignait dans le fleuve, pêchait, défrisait, sans prendre aucune précaution. On eût même dit qu'il défiait ses ennemis, une arrogance ostentatoire assaisonnant maintenant toute sa conduite. Ainsi peut-être se manifestait son désespoir. Abena avait raison de prévoir un complot contre son ami, mais, contrairement à ses craintes, ce n'est pas une embûche ordinaire qui eut raison de Morzamba. Avec le chef Morbita, auquel personne dans notre clan ne recourait jamais, Ngemba organisa un traquenard, ainsi que nous l'apprîmes longtemps après, quand le chef, tombé à la discrétion des maquisards, leur eut confessé ses crimes et dénoncé ses complices. Nous vîmes d'abord arriver par la route et pénétrer dans notre cité, en remontant l'artère principale en direction de la résidence du chef, un détachement de soldats, fusil à l'épaule, cartouchière au ceinturon, bande moltière stricte, chéchis à droite. C'étaient des hommes très grands, très foncés, portant de longues balafres perpendiculaires sur leur visage étroit. Au vrai, ce n'était pas la première fois que ces gens faisaient ainsi une intrusion chez nous. Morbita, qui n'avait pas une véritable police, mais 2 sbires inoffensifs, servant surtout d'épouvantail au moment de la collecte de l'impôt de capitation, surtout quand il fallait en accélérer le recouvrement, en appelait, dans les situations graves, aux autorités de Tamara, chef-lieu de la province, qui lui dépêchait alors quelques dizaines d'hommes en uniforme et armés. Au besoin, il se saisissait d'un malfaiteur et repartait aussitôt. Parfois aussi, sans que nous en comprenions la raison, il stationnait une saison dans Ekumdum, campant dans le quartier de la résidence, mais descendant de là-haut pour commettre quelques exactions comme d'enlever une jeune fille, ou même plus rarement une femme mariée, sans que jamais le chef parût se préoccuper des souffrances infligées ainsi à ses administrés. Mais cette fois, ils avaient l'air de gens qui accomplissaient un périple, allant de cité en cité. Ils poussaient devant eux un troupeau d'hommes, rouges d'avoir longtemps marché sur des chemins de terre ou sur la chaussée caillouteuse sans jamais être autorisés à se baigner. Qu'était-ce que ces hommes qu'une même corde, ceinturant chacun, enchaînait successivement les uns aux autres? Quel crime avaient-ils commis? À quel supplice les conduisait-on? Nous ne tardâmes pas à le savoir, car cette nuit-là même, dans la maison de Morzamba, où dormaient désormais les 2 amis, une échauffourée opposa des soldats descendus de leur campement proche de la résidence à Morzamba et à Abena. Quand nous arrivâmes, les soldats avaient maîtrisé Morzamba et lui avaient garrotté les mains derrière le dos. Il avait la bouche pleine de sang et le visage tuméfié d'un homme qui a reçu des coups sans compter. Abena, lui aussi, le visage tuméfié, méconnaissable, crachait du sang. Sa mère agrippée à lui, comme à un homme qui veut se suicider en se jetant dans le fleuve à l'endroit d'un tourbillon, lui criait d'une voix de pleureuse. « Je t'en supplie, tiens-toi tranquille. À quoi cela servirait-il, je t'en supplie, aie pitié de ta pauvre mère. » Abena eut beau se débattre, sa mère ne lâchait point prise, et d'ailleurs, son père, homme à l'ordinaire effacé, timoré et valétudinaire, vint à la rescousse de son épouse, et à eux deux, ils firent si bien qu'ils réduisirent le jeune homme à l'impuissance. Tandis que dans le halo d'une lampe tempête, 3 hommes tenaient Morzamba, qui reniflaient peut-être des larmes, plus probablement du sang qui lui coulait dans la bouche et les narines. Le soldat, qui paraissait être le chef du détachement, s'avança vers nous, qui les cernions en masse, et dont il ne paraissait point redouter le nombre,
confiant sans doute dans les armes de ses hommes et dans les munitions dont les cartouchières étaient peut-être pleines, et nous déclara « Vous seriez impardonnable d'ignorer que, même dans votre pays reculé et sauvage, l'autorité du blanc doit être vénérée. Eh bien, le blanc n'aime pas que les vagabonds, ces gens qui quittent leur famille et leur pays et viennent vivre au milieu d'un pays ou dans le sein d'un clan qui n'est pas le leur. Ce genre d'hommes perturbe l'ordre naturel et sème le trouble dans les esprits. Comprenez-vous cela? D'ailleurs, que fuient-ils? Car s'ils ont abandonné les leurs, c'est bien qu'ils fuient, n'est-ce pas? Quels crimes ont-ils pu commettre dans leur pays? Comprenez-vous cela? Mais bien sûr, nous comprenons cela, leur répondîmes-nous, lâchement, en chœur. Très bien, reprit le soldat. Nous tenons déjà celui-ci, c'est parfait. Y a-t-il d'autres étrangers chez vous? Non, aucun autre. En êtes-vous certain? Nous donnerions notre tête à couper. Le père Van den Ritter, pour la première fois, était mêlé à la foule des membres du clan. Nous avons pensé un moment que, pour se montrer fidèle à ses préceptes, il allait ordonner aux soldats de libérer Morzamba et de s'éloigner. Morzamba avait l'air en si piteux état que quiconque n'aurait pas été, comme nous autres des Koumdoum, noué par la terreur, se serait révolté et jeté sur les soldats pour les châtier pour leur cruauté. Pourtant, le père Van den Ritter ne dit rien, et les soldats emmenèrent Morzamba. Le lendemain, nous le vîmes descendre l'artère principale au milieu des autres captifs, gagner la route et disparaître. Abéna se lia alors avec le père Van den Ritter, qu'il avait toujours dédaigné, sans pourtant lui avouer que ce qui l'attirait auprès de lui, ce n'était pas sa religion ni ce héros, Jésus-Christ, dont Van den Ritter parlait si souvent et si chaleureusement dans ses sermons, mais parce qu'il aimait voir de près son fusil. Le missionnaire l'emmenait à la chasse, Abéna ayant un don extraordinaire pour repérer les ouistiti que Van den Ritter aimait particulièrement tirer. C'était un homme jeune, calculateur et méfiant, avec une magnifique barbe rouge, qui était l'admiration des gens des Koumdoum. Un jour, leur conversation vint sur Morzamba, et Van den Ritter confia au jeune noir qu'à son avis, son ami avait été emmené dans la ville d'Oyolo. « Qu'est-ce qui te fait croire cela » demanda Abéna. « Il y a un grand camp de travailleurs à Oyolo. On construit une grande base militaire là-bas, parce qu'en ce moment, c'est la guerre en Europe, et elle va déborder bientôt jusqu'ici. Ce n'est plus qu'une question de semaines. » Abéna fut souvent tenté de demander à Van den Ritter pourquoi il n'avait rien fait pour défendre Morzamba. Mais il sentit que s'il abordait ce sujet, il ne pourrait pas se défendre d'un geste violent et, comme il redoutait la riposte du missionnaire qui lui paraissait un animal dangereux, son audace se rabattit sur le fusil de Van den Ritter, qu'il prenait entre ses mains et se mettait à admirer en le retournant dans tous les sens. « C'est un beau fusil, hein? C'est un Winchester 30-30 à répétition, 7 coups. On peut tout abattre avec, un hippopotame, un éléphant. » « Et combien d'hommes ?»« Qu'il est ballot, dit le missionnaire dans sa langue que ne comprenait pas le jeune noir. Ce n'est pas à cela que sert un fusil de chasse. Supposez quand même que tu t'en serves pour tuer des hommes. Combien pourrais-tu en abattre? Quel ballot, quel ballot, quel ballot. Van den Ritter pouvait prononcer ces mots indéfiniment quand il était aux prises avec les gens des Koumdoum. Il suffisait qu'il l'amuse, le surprenne ou l'agace. Abéna n'obtint jamais la précision qu'il demandait. Le plus souvent, il se quittait en se battant froid. « Viendras-tu à la messe demain matin » demandait Van den Ritter au jeune noir qui, au commencement de leur relation, lui avait paru une facile proie pour Jésus-Christ. Sans doute sa première conquête à Koumdoum, exception faite de quelques femmes âgées, qui étaient tout de suite venues à lui, et de jeunes enfants, que des familles lui avaient bientôt confiés, autant pour les initier à sa religion que pour leur montrer l'alphabet et d'autres secrets des Blancs. « Je ne sais pas, je ne crois pas, répondait Abéna. « Souviens-toi, si tu ne fais rien, l'enfer t'attend, menaçait Van den Ritter. Ce ne serait pas pire que ce que j'éprouve maintenant. Van den Ritter se taisait comme s'il ne comprenait pas, et peut-être vraiment ne comprenait-il pas. Il l'avait pourtant vu si souvent avec son ami, son frère perdu et qui, lui semblait-il parfois, l'appelait à la rescousse. Cet homme qui se disait messager d'un Dieu de bonté et de miséricorde devait bien se douter qu'il souffrait le martyre d'avoir été séparé de Morzamba. À nouveau, il lui prenait l'envie de lui demander raison de son indifférence devant le supplice de Morzamba, le jour où il avait été capturé. À force de ténacité et d'astuce, Abéna arracha peu à peu au missionnaire les renseignements qui lui étaient nécessaires. Ils concernaient la distance, l'itinéraire, les moyens de subsistance et même les mœurs qui avaient cours dans le pays et la ville d'Oyolo. Il confia enfin son projet à ses parents, et sa mère lui demanda quelques jours pour lui préparer des provisions de bouche, mais surtout pour le détourner sournoisement de son dessein, en lui mettant devant l'esprit toutes sortes de diversions,
jusqu'au père Vandenritter, et à l'amitié que, selon elle, le missionnaire vouait à Abéna, et dont il aurait pu tirer parti pour son avenir. « Penses-tu, mère » répondait Abéna. « Il veut surtout des larbins. Quiconque l'approche est aussitôt mis dans la position du serveur, d'une façon ou d'une autre. J'ai dépassé l'âge de servir un autre homme. Quand je serai parti, confie-lui morbilé. Il vient à peine d'être circoncis. À cet âge-là, on peut encore apprendre à servir les autres. » De fait, la veille de son départ, il confia à Vandenritter que son jeune frère, morbilé, viendrait désormais le guider à la chasse et, d'une façon générale, lui rendre les services que le missionnaire lui avait demandés jusque-là. Le missionnaire ne lui posa aucune question sur son voyage, ni sur les raisons de celui-ci. Pour n'avoir pas à faire ses adieux à toute la cité, il s'éclipsa une nuit, embrassant à peine les siens, et déclarant à sa mère en larmes « Tu sais, mère, un enfant, ce n'est pas tellement important quand on en a 6 autres, sans compter ceux qui vont naître. »« Serais-tu devenu fou ?» protesta sa mère, sans pouvoir s'empêcher de crier.